Regardez n'importe quel portrait royal. Vous y voyez des lignées divines, une génétique parfaite des dirigeants choisis par Dieu lui-même. Ces personnes avaient tout le pouvoir, la richesse, le meilleur que la vie pouvait offrir. Mais vous regardez un mensonge. La famille royale la plus puissante d'Europe n'a pas sombré dans la disgrâce. Elle s'est détruite de l'intérieur. Leur lignée pure est devenue si contaminée que leur dernier roi ne pouvait ni fermer la bouche, ni mâcher sa nourriture, ni produire un héritier. Sa propre mère a reculé d'horreur lorsqu'il est né. Mais avant que Charles II ne devienne une impossibilité médicale, avant que sa mâchoire proéminente ne le fasse baver constamment, avant que son corps ne défaille dans toutes ses fonctions de base, il était l'héritier du plus grand empire de la Terre. C'est l'un des rares cas, documentés dans l'histoire, où nous pouvons voir exactement ce qui se passe lorsque les humains poussent la génétique au-delà de ses limites. Les scientifiques modernes qui ont analysé son ADN ont découvert quelque chose qui ne devrait pas être possible. Il était plus consanguin que si ses parents avaient été frères et sœurs. Ce que vous allez voir est tragique et terrifiant. C'est l'histoire de la manière dont la dynastie la plus puissante du monde a transformé ses propres corps en un cauchemar biologique. Permettez-moi de vous ramener au 6 novembre 1661 dans une chambre faiblement éclairée du Palais Royal de Madrid. Les sages-femmes viennent de mettre au monde l'héritier du trône espagnol et quelque chose ne va pas du tout. La tête du bébé était grotesquement grande, sa respiration est difficile. Mais voici ce que les livres d'histoire ne racontent pas. La propre mère de Charles, la reine Mariana, aurait frémi en le voyant et aurait refusé d'allaiter son propre fils. Ce n'était pas de la cruauté maternelle, c'était une horreur instinctive. Voyez-vous, la reine Mariana n'était pas seulement la mère de Charles, elle était aussi sa cousine et sa tante. Comment cela est-il possible? Parce que son père, Philippe IV, a épousé sa propre nièce. Si vous essayez de dessiner cet arbre généalogique dans votre tête maintenant, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un arbre, c'est un cercle. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment, pour comprendre comment un bébé pouvait naître si génétiquement compromis que sa propre mère a reculé, nous devons remonter encore plus loin. Bien avant, lorsque la dynastie des Habsbourg a découvert la magie sombre de garder le pouvoir dans la famille. Littéralement, les Habsbourg avaient un dicton « Laissez les autres faire la guerre. Toi, heureuse Autriche, marie-toi ». Cela semble romantique jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il voulait dire se marier entre eux. Pendant près de 200 ans, la branche espagnole de la famille des Habsbourg s'est mariée entre cousins, oncles et nièces, et dans certains cas, cousins doubles, s'unissant par le mariage. Ils appellent cela « préserver la pureté du sang ». Les scientifiques appellent cela aujourd'hui un suicide génétique. Voici un chiffre qui va vous faire exploser l'esprit. Plus de 80% des mariages des Habsbourg espagnols étaient entre parents proches, pas des cousins éloignés que vous rencontrez lors d'une réunion de famille. Nous parlons de personnes qui partageaient des grands-parents ou dans certains cas des parents. Lorsque Charles II est né, ses 8 arrière-grands-parents descendaient tous du même couple, Philippe Ier et Jeanne de Castille. Tous. L'analyse génétique moderne a calculé le coefficient de consanguinité de Charles. C'est le pourcentage de ces gènes qui étaient dotés des copies identiques d'ancêtres communs à 0,254. Pour mettre cela en perspective, les enfants nés d'un inceste entre frères et sœurs ont un coefficient de consanguinité de 0,25. Charles II était plus consanguin qu'un enfant de frères et sœurs, mais les chiffres ne capturent pas le coût humain. Laissez-moi vous dépeindre ce que cela signifiait pour un enfant vivant et respirant. Le bébé Charles ne pouvait pas téter correctement. Sa bouche montrait déjà des signes de déformation. Les os de son crâne
ne s'était même pas fusionné correctement, laissant sa tête difforme et enflée. Les médecins de la cour ont noté qu'il avait une succion faible et luttait pour se nourrir. À une époque avant la formule, cela représentait une menace pour la vie. Les nourrices engagées pour l'alimenter ont rapporté quelque chose de troublant. Le bébé pleurait rarement, non pas parce qu'il était satisfait, mais parce qu'il semblait ne pas avoir d'énergie. Il restait là, pâle et immobile, sa tête trop grande, penchant d'un côté, sa respiration faible et rauque. Les médecins les meilleurs d'Espagne étaient perplexes. Ils n'avaient jamais vu un bébé aussi fondamentalement brisé. Alors que les mois se transformaient en années, l'ampleur réelle de l'état de Charles a commencé à se révéler. Et c'est ici que l'histoire devient véritablement perturbante. À 4 ans, Charles ne pouvait toujours pas marcher. Ce n'était pas qu'il ne voulait pas, il ne pouvait pas. Ses jambes étaient banto fines comme des brindilles, courbées, par le rachitisme incapable de supporter même son faible poids corporel. Des serviteurs le portaient partout dans des chaises spécialement conçues. Le futur roi d'Espagne devait être porté comme un bébé. Mais attendez, ça empire. À 4 ans, Charles ne pouvait pas non plus parler. Pas un seul mot. Sa langue, déjà montrant des signes de croissance anormale, remplissait sa bouche. Sa mâchoire, cette infâme mâchoire des Habsbourg, était déjà proéminente. Lorsqu'il a finalement prononcé ses premiers mots quelque temps après son 4e anniversaire, ils étaient nés traînants, humides, incompréhensibles. Les chroniqueurs de la cour ont délicatement noté que la parole de Sa Majesté nécessitait une interprétation. Laissez-moi décrire ce qu'il voulait dire par là. La langue de Charles était si grande qu'elle sortait constamment de sa bouche. Sa mâchoire inférieure se projetait si sévèrement que ses lèvres ne pouvaient pas se fermer. Cela signifiait que lorsqu'il essayait de parler, la salive coulait de sa bouche. Les assistants royaux étaient prêtés avec des chiffons de soie pour essuyer constamment la bave du menton du garçon qui serait roi. La mâchoire des Habsbourg. Si vous ne l'avez jamais vue, imaginez un crâne humain normal. Maintenant, prenez la mâchoire inférieure et tirez-la vers l'avant de plusieurs centimètres. Maintenant, imaginez que la mâchoire supérieure n'a pas grandi pour suivre. Le résultat, une bouche qui ne peut jamais se fermer complètement des dents, qui ne se rencontre jamais. Une langue sans endroit où reposer correctement. Dans les portraits, les artistes tentaient de la minimiser, peignant Charles avec la bouche légèrement ouverte, comme s'il était au milieu d'un mot. En réalité, sa bouche était toujours ouverte parce qu'il ne pouvait physiquement pas la fermer. Les ambassadeurs étrangers qui rencontraient dans le jeune prince pour la première fois luttèrent souvent pour garder leur contenance. Les lettres privées d'un diplomate français décrivaient le choc, l'apparence du prince défie toute description. Sa mâchoire se projette tellement qu'il semble avoir 2 visages, l'un empilé devant l'autre. Quand il essaie de manger, la nourriture tombe de sa bouche. Quand il parle, il faut s'écarter pour éviter les postillons. Et manger. Mon Dieu, manger! Charles ne pouvait pas mâcher. Réfléchissez-y un instant. Chaque repas, tous les jours, toute sa vie. Charles II devait avaler sa nourriture entière comme un pélican. Ses dents supérieures et inférieures étaient séparées par un espace si grand qu'elles ne se rencontraient jamais. Les repas à la cour sont devenus un exercice de cuisine créative. Les viandes devaient être coupées en minuscules morceaux. Les légumes étaient réduits en purée. Le pain était trempé dans du vin jusqu'à ce qu'il se dissolve. L'ambassadeur anglais, Alexander Stanhope, a écrit l'une des descriptions les plus viscérales. Sa Majesté catholique avale tout ce qu'elle mange entier, car sa mâchoire inférieure se projette tellement que ses 2 rangées de dents ne peuvent ne se rencontrer. Pour compenser cela, il a un estomac prodigieux et avale un agneau entier en 2 repas. Mais la déformation physique n'était que le début. À mesure que Charles grandissait,
ou plutôt ne parvenait pas à grandir correctement, d'autres problèmes surgissaient. Il souffrait de maladies constantes. La rougeole a failli le tuer à 6 ans. Puis est venue la varicelle qui l'a laissé couvert de cicatrices, suivie de la rubéole, puis de la variole. Chaque maladie qui balayait le palais trouvait en Charles un hôte impatient. Son système immunitaire compromis offrait peu de résistance. La variole a été particulièrement cruelle. Elle l'a frappé à 9 ans et pendant des semaines, il a oscillé entre la vie et la mort. Son visage déjà déformé est devenu un champ de bataille de pustules et de lésions. Lorsqu'il s'est enfin rétabli, les cicatrices se sont ajoutées au catalogue de ses défigurations. Mais la maladie a laissé autre chose, une complication qui le hanterait pour toujours. Les médecins ont remarqué un liquide s'accumulant dans son crâne. Sa tête déjà grande a commencé à enfler encore plus. Aujourd'hui, nous appelons cela hydrocéphalie de l'eau dans le cerveau. Au XVIIe siècle, on appelait cela une autre malédiction sur le prince. La pression causait des maux de tête aveuglants, des problèmes de vision, et probablement contribuait aux convulsions qui le tourmenteraient dans ses dernières années. À 10 ans, l'éducation de Charles était une source de scandale au palais. Pas parce qu'il était rebelle ou paresseux, mais parce qu'il ne pouvait tout simplement pas apprendre. Les tuteurs rapportaient donc que les leçons devaient être répétées des dizaines de fois. Les mathématiques de base étaient en hors de sa portée. Le latin, la langue de la royauté et de la diplomatie, aurait aussi bien pu être de l'égyptien ancien. Son écriture, dans les rares occasions où il essayait, ressemblait au gribouillis d'un enfant beaucoup plus jeune. Les notes privées d'un tuteur découvertes des siècles plus tard brossent un tableau émouvant. Sa Majesté essaie avec un grand effort mais ne retient rien. J'explique un concept et le lendemain c'est comme s'il ne l'avait jamais entendu. Son attention s'égare. Parfois il fixe le vide pendant de longues périodes. Lorsqu'on lui demande à quoi il pense, il ne peut pas répondre. Mais ici l'histoire prend un tournant encore plus sombre. En entrant dans la puberté, ou ce qui aurait dû être la puberté, le corps de Charles l'a trahi de nouvelles manières. Il a grandi, mais à peine. Alors que d'autres adolescents royaux prenaient de la hauteur, Charles restait chétif. Sa voix, au lieu de s'épaissir, restait aiguë et faible. Les poils corporels, presque inexistants. Les caractéristiques qui marquaient un garçon devenant homme ne se produisaient tout simplement pas. Les médecins de la cour ont été consultés lors de conférences secrètes. Ils discutaient de ce qu'ils observaient, mais n'osaient pas l'enregistrer officiellement. Le prince ne montrait aucun intérêt pour les femmes, ni pour les hommes d'ailleurs. Il semblait exister dans un état étrange, enfantin, ni garçon ni homme, mais quelque chose entre les deux. Cela terrifiait la cour car Charles avait un devoir au-dessus de tous les autres, produire un héritier. Tout l'empire espagnol, qui s'étendait de l'Europe aux Amériques et aux Philippines, avait besoin que la lignée royale se perpétue. Mais comment un homme qui ne pouvait même pas faire pousser une barbe pourrait-il engendrer des enfants? À 18 ans, ils ont décidé de le découvrir. Charles a été marié à Marie-Louise d'Orléans, une princesse française de 17 ans, qui, selon tous les témoignages, était belle, intelligente et en bonne santé. Le contraste entre la mariée et le marié a choqué les invités du mariage. Elle était rayonnante. Il était effrayant. Elle marchait gracieusement dans l'allée. Il traînait des pieds, soutenu par des assistants. Quand est venu le moment du baiser, les observateurs ont remarqué que Marie-Louise a dû visiblement se préparer avant de se pencher. La nuit de noces a été un désastre. Pas le genre de désastre qui donne lieu à des histoires amusantes après coup, mais le genre qui détermine le destin des empires. Charles, il était clair, était totalement incapable de consommer le mariage. Pas réticent, incapable. Son corps ne fonctionnait tout simplement pas comme celui d'un homme le devrait.
Marie-Louise, élevée dans la cour sophistiquée de France, a tout essayé. Elle a été patiente. Elle a été gentille. Selon les ragots du palais, elle a même essayé d'instruire son mari sur les bases des relations conjugales. Rien n'a fonctionné. Les années ont passé. Aucune grossesse. La reine a été soumise à des examens humiliants pour déterminer si elle était le problème. Les médecins ont déclaré qu'elle était parfaitement fertile. Le problème, tout le monde le savait, mais personne ne le disait officiellement, était le roi. La pression était écrasante. Charles et Marie-Louise ont été soumis à des traitements de fertilité de plus en plus désespérés. Elle a été forcée de boire des mélanges répugnants d'herbes et d'organes d'animaux. Il a été contraint de consommer des potions contenant des perles broyées et du sang de taureau. À un moment donné, la cour a fait venir un spécialiste qui a prescrit de manger le pénis séché d'un cerf. Rien n'a fonctionné car rien ne pouvait fonctionner. Le système reproducteur de Charles était aussi mal formé que le reste de son corps. Mais attendez, l'histoire devient encore plus bizarre. La mère de Charles, désespérée d'avoir un petit-fils pour perpétuer la lignée des Habsbourg, a consulté des mystiques et des saints hommes. L'un d'eux a suggéré que Charles était maudit et que dormir à côté de reliques sacrées pourrait briser le sortilège. Quand cela a échoué, elle est passée à quelque chose qui choque encore les historiens. Elle a fait dormir son fils à côté de cadavres. Oui, vous avez bien entendu. La reine-mère a organisé pour que Charles passe des nuits allongé à côté des corps exhumés de saints et de rois précédents, y compris son propre père. La théorie était que l'essence sacrée des morts guérirait d'une manière ou d'une autre son impuissance. Imaginez la scène, le roi d'Espagne, bavant et mal formé, allongé à côté de cadavres, en décomposition, dans l'espoir de gagner la capacité de produire un fils. 10 ans de mariage, 10 ans de tentatives infructueuses, 10 ans d'humiliation. Puis, Marie-Louise est morte subitement à 26 ans. La cause officielle était une appendicite, mais des rumeurs ont circulé. A-t-elle été empoisonnée? Le poids de sa situation l'a-t-elle conduite au suicide? Nous ne le saurons jamais. Ce que nous savons, c'est que Charles a été sincèrement dévasté. Malgré tout, il avait appris à aimer sa femme, peut-être la seule personne qui lui ait montré une véritable gentillesse. En quelques mois, la pression pour se remarier a commencé. Le conseil a choisi Marie-Anne de Neubourg, une princesse allemande, issue d'une famille notoirement fertile. Ses parents avaient produit 17 enfants. Les conseillers ont raisonné que des gènes aussi robustes pourraient surmonter les déficiences de Charles. Ils avaient tort. Marie-Anne, malgré sa lignée saine, n'est jamais tombée enceinte. Pas une seule fois. À ce moment-là, la santé de Charles s'était encore détériorée. Les courtisans chuchotaient qu'il ressemblait à un vieillard bien qu'il n'ait que 30 ans. Ses cheveux tombaient sauf par touffes. Ses dents, les quelques-unes, visibles derrière cette mâchoire proéminente, pourrissaient et tombaient. Il traînait des pieds lorsqu'il marchait quand il pouvait marcher. Les convulsions ont commencé dans la trentaine. Sans avertissement, Charles s'évanouissait. Son corps convulsait de l'écume, se mêlant à la bave toujours présente. Quand il se rétablissait, il ne reconnaissait souvent pas les gens autour de lui. Il a commencé à parler de voir des fantômes, d'entendre des voix, de sentir des mains invisibles le toucher. La cour était terrifiée. Leur roi devenait-il fou en plus de tout le reste? Le surnom El Hechizado, l'ensorcelé, prenait un nouveau sens. Les gens croyaient sincèrement que Charles était sous une malédiction. L'Inquisition espagnole s'est impliquée. Des exorcistes ont été appelés. À un moment donné, le propre confesseur du roi a été arrêté sous des accusations d'avoir utilisé la sorcellerie pour aggraver la condition royale. Le procès a été une sensation, bien que bien sûr, aucun exorcisme ne puisse guérir les dommages
génétique. Charles lui-même croyait qu'il était maudit. Dans ces moments de lucidité, il pleurait et demandait ce qu'il avait fait pour mériter une telle punition. Il portait des amulettes, transportait des reliques sacrées et se soumettait à des rituels de purification de plus en plus bizarres. Rien ne l'aidait car rien ne pouvait l'aider. Son code génétique était sa malédiction, inscrit dans chaque cellule de son corps. À 35 ans, Charles semblait sénile. Les descriptions contemporaines sont difficiles à lire. Sa peau pendait lâchement sur son corps squelettique. Sa fameuse mâchoire semblait encore plus prononcée à mesure que le reste de son visage s'atrophiait. Il était complètement chauve, son cuir chevelu couvert de plaies. Il pouvait à peine marcher traînant quelques pas avant de devoir se reposer. Sa parole toujours difficile devenait presque impossible à comprendre. Mais le pire était encore à venir. Dans ces dernières années, Charles a commencé à se détériorer mentalement rapidement. Il restait assis pendant des heures, à fixer le vide, la bave s'accumulant sur ses vêtements. Lorsqu'on lui parlait, il ne répondait souvent pas. Lorsqu'il parlait, il divaguait sur des démons et des anges, sur sa femme morte, sur des enfants qu'il n'aurait jamais. Le roi de l'un des plus grands empires du monde était devenu une coquille vide. La fin est arrivée en 1700. Charles avait 38 ans pas vieux, selon aucun standard, mais son corps s'éteignait. Il ne pouvait plus manger même sa purée spécialement préparée. Il ne pouvait pas se tenir debout sans aide. Il passait ses journées, alité haletant pour respirer sa tête hydrocéphale, causant une pression insupportable. Le 1er novembre, après des jours d'agonie, Charles II était mort. Ce qui s'est passé ensuite choquerait même les médecins qui l'avaient traité pendant des années. L'autopsie. Mon Dieu, l'autopsie. Si vous pensiez que Charles vivant était un spectacle d'horreur médicale, son cadavre était quelque chose tout droit sorti d'un cauchemar. Les médecins royaux chargés d'embaumer leur roi ont ouvert le corps et ont reculé. Leur rapport écrit en latin clinique, mais empreint d'une horreur à peine dissimulée, décrivait un corps qui n'aurait pas dû être capable de soutenir la vie aussi longtemps qu'il l'a fait. Son corps ne contenait pas une seule goutte de sang. Ce n'était pas une exagération poétique. Le système circulatoire de Charles s'était essentiellement arrêté. Son sang avait soit coagulé, soit simplement disparu. Son cœur, et c'est ici que cela devient vraiment grotesque. Son cœur a été décrit comme étant de la taille d'un grain de poivre, pas littéralement aussi petit, mais rétréci, noirci, presque méconnaissable, comme l'organe qui devrait pomper la vie à travers le corps. Ses poumons étaient d'y corroder leurs maux pour ce que nous reconnaîtrions maintenant comme des cicatrices massives, dues à des infections répétées. Imaginez un tissu pulmonaire qui ressemblait plus à de la pierre ponce qu'à des organes destinés à la respiration. Ses intestins ont été décrits comme pourris et gangreneux. Des parties de son système digestif étaient littéralement mortes alors qu'il était encore en vie, expliquant la douleur horrible qu'il a endurée dans ces dernières années. Mais le détail le plus révélateur, celui qui confirmait ce que tous soupçonnaient, mais que personne n'osait dire officiellement, Charles n'avait qu'un seul testicule, et il était noir comme du charbon. Ce seul morceau de tissu atrophié et mort était tout ce qui restait de ce qui aurait dû être un système reproducteur fonctionnel. Pas étonnant qu'il ne puisse pas engendrer d'enfants. C'est un miracle qu'il ait survécu à la puberté. Et son cerveau, souvenez-vous de cette grande tête pleine de liquide. Les médecins ont découvert qu'il était en effet rempli d'eau. L'hydrocéphalie avait laissé peu de place au tissu cérébral réel. Comment Charles parvenait à fonctionner, à parler et à penser même mal était un mystère médical. Les médecins qui ont effectué cette autopsie ont dû rester là couverts du sang de leur dissection et s'émerveiller que cette collection d'organes mal formés ait d'une manière ou d'une autre soutenu la vie pendant près de 4 décennies. Chaque système était compromis, chaque organe était endommagé. C'était comme si le corps de Charles était en guerre contre lui-même
depuis le moment de la conception. L'analyse génétique moderne nous a donné la raison derrière ce spectacle d'horreur. Vous souvenez-vous de ce coefficient de consanguinité de 0,254. Cela signifie qu'un quart du génome de Charles consistait en des copies identiques de gènes. Dans ces séquences répétées se trouvaient les instructions pour sa destruction. Les scientifiques pensent maintenant que Charles souffrait d'au moins 2 troubles génétiques graves. Le premier était une déficience combinée des hormones hypophysaires. Son corps ne pouvait pas produire les hormones nécessaires à une croissance et un développement normaux. Cela expliquait sa petite taille, son incapacité à mûrir sexuellement, sa faiblesse musculaire, ses problèmes cognitifs. Sa glande pituitaire, le contrôleur principal du système endocrinien, était essentiellement non fonctionnelle. Le second était probablement une acidose tubulaire rénale distale. Ces terrains ne pouvaient même pas réguler correctement la chimie du sang. Cela causait le rachitisme qui courbait ses jambes, la faiblesse musculaire qui le rendait incapable de marcher et probablement contribuait à l'hydrocéphalie qui gonflait son crâne. Chacune de ces conditions seules serait déjà difficile. Ensemble, elles ont créé une cascade de défaillances dans tout son corps. Ajoutez la mâchoire des Habsbourg, une condition génétique appelée prognatisme mandibulaire, et vous aviez une tempête parfaite de désastres génétiques. Certains chercheurs ont proposé une possibilité encore plus rare, une maladie de stockage lysosomique appelée glucosaminurie aspartique. Les patients atteints de cette condition se développent normalement dans leurs premières années, puis commencent à montrer des retards. À l'âge adulte, ils présentent des traits faciaux grossiers, une déficience intellectuelle et une espérance de vie réduite. La correspondance avec les symptômes de Charles est effrayante de précision. Mais voici la partie vraiment horrible. Charles n'était pas exceptionnellement malchanceux. Il était le résultat inévitable d'une consanguinité systématique. Sur les 34 enfants nés des monarques espagnols des Habsbourg, plus de la moitié sont morts avant l'âge de 10 ans. La dynastie s'éteignait littéralement, et Charles était simplement l'exemple final et le plus extrême. Lorsque Charles est mort sans héritier, cela a déclenché la guerre de succession d'Espagne, un conflit qui a redessiné l'Europe. L'empire espagnol, construit sur des siècles, s'est effondré parce que le corps d'un homme était si brisé qu'il ne pouvait pas produire un seul enfant. La lignée des Habsbourg, qui a régné sur l'Espagne pendant près de 200 ans, s'est terminée non pas par un assassinat ou une révolution, mais par un roi si consanguin que sa propre chair l'a trahi. La dynastie des Bourbons qui a remplacé les Habsbourg a appris la leçon. Bien que les mariages royaux soient dignes restés politiques, la consanguinité extrême qui a créé Charles II n'a jamais été répétée. Le cauchemar de la mâchoire des Habsbourg, l'horreur de l'autopsie de Charles, la tragédie d'un roi qui ne pouvait pas mâcher sa propre nourriture. Ces histoires sont devenues des contes d'avertissement murmurés dans les cours royales à travers l'Europe. Charles II reste dans les manuels de médecine comme l'exemple suprême de l'effondrement génétique. Les étudiants en génétique voient d'abord son portrait et apprennent les coefficients de consanguinité. Sa mâchoire des Habsbourg est devenue synonyme des dangers des poules génétiques fermées. D'une manière étrange, ces souffrances ont contribué à notre compréhension de l'hérédité et de l'importance de la diversité génétique. Mais au-delà de la curiosité médicale, au-delà des conséquences politiques, il y avait un être. Mieuxement, Charles II a vécu chaque jour dans un corps qui le trahissait. Il a enduré une douleur constante, l'humiliation et la connaissance qu'il échouait dans son devoir le plus fondamental en tant que roi. Il a été ridiculisé comme l'ensorcelé alors que sa seule malédiction était son ascendance. Dans sa dernière lettre dictée parce qu'il ne pouvait plus tenir un stylo, Charles a écrit sur son espoir de trouver dans la mort la paix qui lui avait échappé dans la vie.
pour un homme qui a enduré 4 décennies d'angoisse physique et mentale, qui a été maintenu sur le trône comme une marionnette grotesque, la mort a dû sembler une miséricorde. Le portrait dont j'ai parlé au début était maintenant accroché au musée du Prado à Madrid. Les visiteurs s'arrêtent devant lui, frappés par les déformations évidentes que même le peintre de la cour n'a pas pu complètement dissimuler. Mais maintenant vous connaissez la vérité derrière cette image. Vous savez pour la mâchoire qui ne se fermait pas la langue, qui ne tenait pas le corps, qui ne fonctionnait pas le génome qui s'est retourné contre lui-même. Charles II d'Espagne n'était pas maudit par des sorcières ou des démons. Il était maudit par son propre arbre généalogique, un arbre si emmêlé qu'il est devenu une potence. Son histoire reste peut-être l'avertissement le plus clair de l'histoire sur les dangers de l'isolement génétique. En essayant de garder le pouvoir dans la famille, les Habsbourg ont détruit leur propre lignée. La prochaine fois que vous verrez un portrait royal, pensez à Charles II. Souvenez-vous que derrière les couronnes, les sceptres et la grandeur royale, la biologie a toujours le dernier mot. Et parfois ce dernier mot est horrible, au-delà de l'imagination. Si cette histoire vous a choqué, cliquez sur le bouton « J'aime », car l'algorithme, contrairement aux délais lignées de royal, récompense la diffusion de la richesse. Laissez un commentaire avec vos pensées sur quelle histoire cachée d'une figure historique vous aimeriez que je découvre ensuite. Abonnez-vous pour plus de vérités historiques supprimées que vos manuels scolaires n'ont certainement pas abordées. Et rappelez-vous chaque fois que vous promouvez la diversité génétique quelque part, un fantôme des Habsbourg soupire de soulagement.